Bonjour, je suis Cito Pons et je suis ici en Canal Plus parce que j'aime la compétition et j'aime la vitesse. Bonjour Canal Plus, je m'appelle Joan Garriga et bienvenue à le Grand Prix d'Espagne. Bonjour à tous, en Espagne, la moto est le sport le plus populaire après le football. Deux raisons à cela. Le gouvernement espagnol a supprimé les taxes sur les motos étrangères depuis quelques années, les rendant ainsi plus accessibles au public espagnol. Et puis l'Espagne possède de fabuleux champions comme Cito Pons, champion du monde, et Juan Garriga, s'étend 250 cm3. Mais la 2,5, on y pensera plus tard. Pour l'instant, le paddock est concentré sur la 500 cm3 où Wayne Rainey est pour l'instant en tête du championnat du monde. Un cavalier seul avec l'écurie Lucky Strike Yamaha, à croire Gilbert Roy que l'écurie de Kenny Roberts possède un secret. Ce n'est pas vraiment un secret, mais plutôt une astuce technique. Car, regardez, vous avez ici sur l'avant un potentiomètre destiné à mesurer le débattement de la suspension avant. Vous avez à l'intérieur du moteur un autre capteur qui permet de calculer la température de la culasse. Et vous avez également, sous la selle à l'arrière, un autre potentiomètre qui permet de mesurer le débattement de la suspension arrière. Et tout ça pendant que la moto est en train de rouler aux essais. Tout ceci est donc enregistré par un ordinateur qui se trouve sous la selle. Ces données sont ensuite analysées à partir d'un petit disque qui est passé dans un ordinateur et ceci aide grandement à améliorer les réglages de la moto pour avoir un rendement maximum et c'est évidemment extrêmement important. C'est déjà utilisé en Formule 1 et ça le sera aussi probablement dans toutes les écuries de Grand Prix 500 dans les années à venir. Dans moins de 10 minutes, le départ de ce Grand Prix 500 où Wayne Rainey sera en pole position. C'est sa deuxième pole position successive. Vous savez que 3 pilotes ne participeront pas à ce Grand Prix. Gardner, Maggie et Chauvert, accidenté il y a 15 jours à Laguna Seca. C'était en direct sur Canal+. Il aurait tout de même 29 au départ, 29 pilotes qui, avant d'avoir le droit de participer à cette course, doivent répondre à certaines exigences, ne serait-ce que bien sûr se qualifier aux essais, ce qu'a fait brillamment Kevin Schwantz par exemple. Mais la toute première condition à remplir, eh bien, c'est d'être conforme aux normes de la FIM, de la Fédération Internationale de Moto. Donc tous les jeudis qui précèdent un Grand Prix, pilotes et motos passent contrôle technique, c'est un petit examen. Voici dans quelles conditions c'était à Suzuka il y a un mois. Ce micro n'est pas destiné à recueillir une interview, mais à mesurer le bruit des moteurs. Le test sonore est en effet l'une des étapes du contrôle technique auquel toutes les écuries doivent se soumettre avant de prendre part aux essais. Un décibel de trop et la moto est refusée. Les mécaniciens ont alors un court délai pour régler à nouveau la machine, dans les normes cette fois. Mais cette formalité technique n'est pas la seule. Tout est vérifié, des freins à la puissance du moteur, on pense avant tout à la sécurité. C'est la première formalité à remplir avant les premières séances d'essai libre. Elle consiste à vérifier si elle est conforme au règlement technique en vigueur, c'est-à-dire le nombre de la cylindrée, le nombre de cylindres, le poids minimum, le rayon de braquage et le nombre de décibels de silencieux et un tas de petits détails comme ça. Les pilotes aussi passent l'examen, du moins leur équipement, bottes, combinaisons, gants et casques. Chacun doit s'y soumettre, les meilleurs comme les autres. Il faut être présent, même lorsque l'on trouve cela un peu fastidieux, comme Randy Mamola de l'écurie Cagiva. I think the control is very good. The reason why I feel it's very good is because they're very quick. It's not a long time that people must stay in line. And in Japan, as maybe you know, the scheduling is very precise. Yes. If the 500s begin at 11:50, then the 500s will begin at 11:50. And everywhere else in Europe, it's not like this. Mais les organisateurs japonais, qui trouvaient grâce aux yeux de Randy Mamola, vont cependant lui réserver la plus mauvaise des surprises dans un contrôle qu'il ne redoutait pourtant pas. Have you ever been refused with a control? No. Never? No. Quelques minutes plus tard, on assiste à une grande première. La moto trop bruyante de Randy est renvoyée à son stand, une interdiction provisoire qui n'empêchera pas l'Américain de participer à la course. Voilà, il y a donc 30 tours à parcourir pour ce Grand Prix de Jerez, un circuit qui mesure 4 km 21, c'est un circuit très contrasté, il contient tous les ingrédients du pilotage, mais c'est aussi un circuit qui est abîmé, car vous savez que ces Formule 1 viennent s'entraîner l'hiver ici, elles tournent, et donc ce circuit d'année en année se dégrade un petit peu. C'est aussi le circuit le plus lent du championnat du monde.
C'est un circuit où il y a beaucoup de virages, mais vous allez le voir, lorsqu'on est à bord de la moto de Christian Saron, eh bien, ça va tout de même très très vite et ça fait même un peu peur. Voilà, alors là, je suis dans la ligne droite des stands, je monte tous mes rapports. Ici, la 6e à peu près, à 260 km/h. Voilà, on commence à freiner jusqu'en deuxième vitesse pour un droite très serré qui monte. Le problème, c'est que la moto cabre à la sortie, alors il faut l'empêcher de cabrer en se mettant bien sur l'avant. Troisième, deuxième à nouveau, pour une épingle à droite assez serrée. On enchaîne tout de suite sur un gauche, on accélère. Troisième, quatrième, on va rentrer dans une courbe rapide à gauche. Il faudra rebalancer, voilà, maintenant, on se déporte un peu, on revient et on rebalance tout de suite à droite. Donc c'est un enchaînement assez rapide et assez difficile. Courbe à droite à nouveau en seconde, en troisième, pardon. On accélère, une chicane gauche-droite assez serrée et très mauvaise, qui est très bosselée. Vous pouvez voir la caméra qui bouge de temps en temps, ce sont les bosses. Ici, la moto cabre encore généralement. On monte les rapports quatrième, deuxième pour une épingle à droite, assez serrée. On a toujours à peine le temps de revenir, voilà, ici, pour rebalancer la moto à gauche, dans une courbe rapide en quatrième. On accélère, on freine, on reste en quatrième, et là, c'est une grande courbe à gauche qui n'en finit pas. On essaie de revenir se placer sur la gauche de la piste pour un droite. Un double droite, premier droite, on relève la moto, on a juste le temps de la relever, voilà, deuxième droite serrée, et puis maintenant on accélère, on va rentrer dans deux courbes rapides successives, à droite en quatrième, toujours très bosselé comme vous pouvez le voir. Voilà le deuxième, bosselé et rapide, et maintenant on arrive au freinage de la longue épingle à gauche avant les stands. Voilà, alors là à la sortie il y a des bosses également, la moto cabre, patine, voilà de nouveau la ligne droite des stands. Saron qui s'est trouvé toujours en première ligne depuis le début du championnat du monde, sauf le premier Grand Prix, c'était à Suzuka. En deuxième ligne, vous voyez, Spencer n'était pas loin. Taira qui sera un peu blessé, il est tombé hier dans la dernière séance des essais, il a une luxation de l'épaule, mais il prendra quand même le départ. Pierre-Francesco Chili et Randy Mamola, voilà pour la deuxième ligne. Et en troisième ligne, eh bien, on retrouve Gentile Valesi et Dominique Saron, qui a amélioré ses temps, qui commence à revenir dans le bain de la 500 et à se rapprocher des meilleurs, et qui partira donc aux côtés de Michael Doohan, qui est le dernier Australien ici, puisque vous le savez qu'il y a 15 jours, eh bien, Maggie et Garner se sont blessés. C'est un Grand Prix où on pourrait voir une nouvelle fois un succès de René. Oui, Wayne René avait fait une course absolument fantastique l'an dernier, prenant la tête dès le début de la course et se faisant revenir dessus par Eddie Lawson en fin de course suite à un problème de pneus, car c'est une piste qui est assez difficile, c'est très chaud et les pneus souffrent beaucoup, mais justement Wayne René cette année risque fort avec cette nouvelle pole position de refaire une course splendide. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, les pilotes partent pour le tour de saut. Eddie Lawson, qui avait été le grand vainqueur l'an dernier ici, qui l'avait emporté devant René justement, et Maggie. Alors que vous voyez cette vue aérienne et le parcours très tournant de ce circuit. L'un des problèmes qui va peut-être se poser aux pilotes, c'est justement la chaleur, puisque par rapport à l'an dernier, Gilbert, la température de la piste, donc la température au sol, est 20 degrés supérieure à celle de donc, la saison passée. Oui, c'est un circuit qui fait souffrir énormément les pneus, il n'y a pas beaucoup de lignes droites. La seule ligne droite, c'est celle qui passe devant les stands et la vitesse maximum n'est pas très élevée, elle atteint à peine 260 km/h. Par contre, il y a énormément d'accélération. Ce sont des virages qui se succèdent en permanence et il y a en particulier deux courbes à droite à faible vitesse, enfin qui freinent en secondes et où l'accélération est maximum. Et c'est voilà justement Christian Saron qu'on voit ici derrière Wayne René
qui aborde ces courbes dont on sort en seconde avec une accélération terrible et les pneus souffrent énormément. Et Eddie Lawson pensait justement que ce circuit était très éprouvant pour son bras droit, puisqu'il contient 9 virages à droite et 5 virages à gauche, et donc beaucoup d'efforts sur le côté droit. Vous voyez qu'il y a un public énorme ici en Espagne. C'était un embouteillage terrible ce matin pour parvenir à rentrer sur le circuit. Les organisateurs attendent plus de 200 000 personnes. C'est vrai que ce circuit n'en contient pas autant, mais tout autour il y a des collines à l'extérieur du circuit qui peuvent contenir évidemment un nombre incalculable d'aficionados. Voilà, Christian Sarron derrière Francesco Chili qui aborde la dernière courbe à gauche avant les cendres. Et donc les pilotes qui reviennent pour se placer sur la grille de départ. Vous avez vu Christian Sarron avec son numéro 4 qui va venir à la droite de l'écran, à côté d'Eddie Lawson qui lui se replace au milieu. Mackenzie, Schwantz et René. Surveillez bien René avec son numéro 3 à gauche, car depuis le début du championnat du monde, il a pris d'excellents départs. On peut essayer de surveiller aussi derrière lui Freddy Spencer, qui avait fait un départ lui aussi extraordinaire au Japon, vous vous en souvenez. Voilà, tout le monde au premier rang est en place. Il y a aussi Kaira à côté de Spencer. On attend que les derniers pilotes se replacent. Quelques secondes maintenant, vous voyez le feu rouge allumé. Quelques secondes donc avant ce départ. Attention, surveillez René à gauche. Et un petit œil aussi sur Christian Sarron avec son numéro 4 complètement à l'extrême droite. Le départ, c'est parti avec un bon départ de Kevin Schwantz qui se fait immédiatement remonter par René. Et c'est une fois de plus Wayne René qui va aborder ce virage en première position. Il a Pierre Francesco Chili juste derrière. Christian Sarron était pas mal placé en 5 d'ailleurs. C'est-à-dire que Kevin Schwantz a réalisé exactement le même temps que celui qu'il avait fait lors des essais, qui lui a valu la seconde place sur la grille. Eddie Lawson s'est un petit peu détaché de Mackenzie et Sarron apparemment. Et on ne voit plus Pierre Francesco Chili. Il est un peu plus loin derrière Christian Sarron. Ah, c'est un autre style Eddie Lawson. C'est un style plus calculateur, il fait moins de fautes. Chez Rothmans Honda, on dit qu'on peut battre Lawson sur 5 courses, mais c'est très très difficile de le battre sur 15 courses que comporte le championnat du monde. Son style de pilotage est d'ailleurs beaucoup plus pur que celui de son coéquipier Wayne Gardner qui pilote beaucoup plus en force. Eddie Lawson utilise toute la largeur de la piste comme Christian Sarron. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de ces deux pilotes. Et sur ce circuit, c'est particulièrement important. C'est le pilote que Schwantz craint le plus, Eddie Lawson. Il le craint tout simplement parce qu'il l'admire. A noter que la différence de vitesse de pointe qu'il y avait entre les deux Honda d'usine de Lawson et Gardner en début de saison n'est absolument pas due à des différences techniques sur les deux machines. Cela a été confirmé par le président du HRT, M. Fukui, qui était présent sur le circuit de Jerez hier, mais simplement à cause d'une meilleure position aérodynamique dans la ligne droite. C'est extrêmement important. Vous voyez que ici, Schwantz est plus violent sur le levier de frein avant pour arriver à avoir un freinage efficace. C'est un problème un peu pour Christian qui s'est blessé souvent à la main droite précisément. Et pour pallier un peu ce problème, les mécaniciens de l'écurie gauloise blonde ont monté un levier de frein avant plus long qui lui permet d'avoir un bras de levier plus important et donc de peiner moins pour freiner. Alessandro Valesi est passé 10e devant Dominique Sarron. Alors que Schwantz crée maintenant un espace avec Wayne René. Derrière, vous avez vu Eddie Lawson qui va revenir probablement rapidement sur au moins Wayne René dans un premier temps et peut-être Kevin Schwantz. Les trois Américains donc qui vont se battre maintenant jusqu'à la fin de cette course. On a déjà parcouru une dizaine de tours. Il en reste maintenant 20 et on voit Kevin Schwantz ici gêné par des concurrents attardés, en l'occurrence Claude Albert. C'est un problème. Regardez le paquet d'attardés que vont avoir à doubler Schwantz, René et Lawson.
Ah là, c'est un petit peu la loterie, c'est celui qui s'en sort le mieux, ça peut être aussi un avantage. On peut faire des différences plus importantes en doublant ses attardés, justement. C'est un peu le même problème qu'en Formule 1, lorsque Ayrton Senna n'hésite pas pour doubler les attardés, alors que Alain Prost prend peut-être un peu plus de précautions. Ici, il faut aussi s'imposer, même si une moto c'est plus petit, ça peut se faufiler un peu mieux qu'une Formule 1. C'est quand même un gros problème, car la trajectoire, il n'y en a qu'une. C'est une ligne qui est très très précise, à quelques centimètres près. Voilà, on a vu René doubler Rudroff. René qui maintenant est quand même un petit peu détaché de Kevin Schwantz, qui sort un petit peu vainqueur de ce passage d'attardé. Wayne René va revenir de toute façon, mais Eddie Lawson est toujours dans le paquet. Alors qu'il reste maintenant 18 tours avant l'arrivée. Voilà, Eddie Lawson est passé. Et oui, il y a maintenant 2 secondes d'écart entre Schwantz et René. Alors que Eddie Lawson a pu revenir pratiquement, ou va revenir bientôt, dans la roue de Wayne d'attardé, car c'est important aussi. Surtout lorsqu'il y a une bagarre à plusieurs pilotes. Souvent celui qui est en tête est légèrement désavantagé, car les attardés ne le voient pas arriver, malgré les commissaires de piste qui doivent en principe brandir les drapeaux bleus pour signaler aux pilotes plus longs qu'un autre pilote arrive derrière. Mais c'est pas toujours facile de voir les drapeaux. Alors que vous pouvez mesurer la différence maintenant entre Kevin Schwantz, le petit point blanc que vous avez vu, et les 2 autres Américains, René et Lawson. C'est vraiment formidable ce championnat du monde. Il y a des batailles à tous les grands prix. C'est vrai que le plus beau pour l'instant a été le Grand Prix d'Australie avec cette bataille mémorable avec Gardner. Gardner n'est plus là, mais c'est justement cela qui prouve la richesse de ce championnat du monde. Il y a toujours des pilotes comme Lawson, comme René, comme Mackenzie, comme Saron et comme Schwantz qui assurent le spectacle. Kevin Schwantz, évidemment, pour Eddie Lawson. Maintenant, il est dans la roue de Wayne René de faire ses quelques tours derrière lui, car cela donne une référence. Et il va pouvoir en particulier bénéficier des aspirations au moment opportun. Voilà, Eddie Lawson maintenant carrément dans la roue de Wayne René. Et il a devant lui Christian Saron, donc qui est lui à 14 secondes du leader. Il y a donc environ 15 secondes entre Christian Saron et Freddie Spencer. A priori, Christian n'a pas grand chose à craindre. Par contre, il s'est fait légèrement décrocher par Neil Mackenzie, puisqu'il est maintenant à 3 secondes du pilote écossais. Freddie Spencer qui est tout de même lui aussi en progrès malgré ses 2 dernières courses, puisque vous vous souvenez qu'il est tombé en Australie et qui donc il n'a pas fait la course aux États-Unis, mais lors des séances d'essai il est très présent. Il prétend qu'en Australie il a commencé à redécouvrir toutes ses sensations, et c'est vrai que depuis Freddie Spencer va quand même beaucoup mieux, beaucoup plus vite sur la piste. On en est à peu près à mi-course maintenant et le classement est le suivant. Donc premier Schwantz, deuxième Lawson, troisième René, quatrième Mackenzie, cinquième Christian Saron, sixième Freddie Spencer, septième Pierre Francesco Chili, huitième Ron Aslam, neuvième Randy Mamola, dixième Valézy et à la 11e place on trouve Dominique Saron. Il y a un tout droit de Pier Francesco Chili à l'épingle juste avant les cendres. Mais l'Italien n'est pas tombé, il est maintenant dans la ligne droite des cendres, donc il a réussi à évidemment arriver à Lawson ou à Schwantz. Schwantz qui pour l'instant ne subit pas encore les assauts de Lawson. Il ne peut pas l'apercevoir dans son dos, car il est encore loin. Mais regardez avec quelle facilité Eddie Lawson s'est détaché maintenant de Wayne René. Un Wayne René qui est moins souverain, moins rayonnant que d'habitude. D'ailleurs, vous avez vu la différence entre Schwantz et Lawson maintenant est de 4 secondes 55. Eddie Lawson qui était très impressionnant hier dans la dernière séance d'essai chrono. C'était le seul à tourner régulièrement en dessous des 1 minute 50. Malgré un trafic important, il y avait beaucoup de monde en piste, beaucoup de monde qui roulait assez lentement également.
Et c'est toujours très difficile d'arriver à réaliser des bons chronos dans ces conditions, mais Eddie Lawson a réussi des belles séries d'une 49, donc ce qui prouve qu'il maîtrisait parfaitement la moto. Beaucoup d'écuries ont fait des essais cet hiver ici sur le circuit de Jerez, et qu'il est en plein sud de l'Europe, qu'il est à la pointe extrême de l'Espagne, donc c'est une garantie pour avoir du beau temps pendant l'hiver. Eddie Lawson, vous parliez des temps qui a fait donc détenait le record du tour ici l'an dernier avec une 49-29. Ce record a bien sûr été battu par René aux essais, une 48-64. Mais en Australie, 3e aux États-Unis, et pour l'instant, il revient seulement au meilleur de lui-même. Visiblement, il n'a pas eu trop de mal à s'accoutumer à la Honda d'usine, qui était légèrement en dessous du potentiel de la Yamaha d'usine l'an dernier. Elle était certes beaucoup plus puissante, mais justement cette puissance était très difficile à maîtriser et Wayne Gardner avait eu beaucoup de soucis au niveau tenue de route et motricité l'an dernier. On a effectué un tout droit tout à l'heure, juste dans le dernier virage, avant la ligne droite des tribunes. Pierre-Francesco Chili, qui il y a 2 ans, et qui en ce moment à la 7e position, il y a 2 ans avait effectué une très très bonne course. Il était tout le temps autour de la 5e place et il est tombé dans les derniers tours. Et oui, alors que Kili utilisait à cette époque un 3 cylindres, c'est-à-dire une Honda 3 cylindres en V qui n'était pas une moto d'usine, qui était une moto compétition client. Donc ça représente un handicap certain par rapport aux 4 cylindres usine. Il reste 12 tours pour Kevin Schwantz avant de passer victorieusement peut-être, car Eddie Lawson est juste derrière. Eddie Lawson qui est à 4,97, donc un écart qui se stabilise. Kevin Schwantz a un peu repris, ce n'est pas vraiment significatif, mais donc Eddie Lawson qui reste à peu près à la même distance, qui n'arrive pas pour l'instant à revenir sur Kevin Schwantz. Il est probable que la condition physique des pilotes jouera un rôle important en cette fin de course. Je ne pense pas que le choix de pneus intervienne, car éventuellement les séquelles que pourrait avoir la 4e 205,3, la 5e 234,9 et donc la 6e 256,6, toujours à 12 000 tours minute, ce qui est le régime maxi du V4 usine Yamaha. Voilà Kevin Schwantz qui vole peut-être, alors que on voit ici oui, Marco Gentile, le Suisse qui court lui sur la Marlboro Fjord, qui devait avoir ici un tout nouveau moteur préparé par Alain Chevalier dans les ateliers de Nogaro en collaboration avec Claude Fior, mais malheureusement ce moteur est légèrement en retard, il ne l'aura qu'à Misano, ce qui devrait lui permettre d'être plus proche encore des motos d'usine, car je vous rappelle que la Fior est une machine 100% française, moteur, cadre, suspension, et qui se situe toujours parmi les tout meilleurs privés. Et Kevin Schwantz, que l'on a vu, qui va peut-être courir vers sa 4e victoire en Grand Prix, sa 2e de la saison. Il l'a emporté, vous vous en souvenez, à Suzuka pour le premier Grand Prix. Et il compte 2 victoires l'an passé, à Suzuka également et à Hockenheim. Il vient de passer justement Marco Gentile. Kevin Schwantz maintenant doit rattraper son erreur d'Australie sur le championnat. Il a marqué 0 points à Phillip Island. Et vu la bagarre qu'il y a en tête entre René et Lawson, malheureusement Gardner n'y est plus, mais Christian Saron, ce genre d'erreur risque de coûter. Mais maintenant les différences de réglage sont différentes. Et d'ici de course, cela devrait porter ses fruits. En tout cas, pour Wayne René, ça va toujours très bien. Lui qui a terminé deuxième et premier au cours des 3 Grands Prix. Et qui va peut-être terminer 2e ici. Depuis, pour sa 2e année en 500 cm3, eh bien sa plus mauvaise place en Grand Prix a été 7e en 2 ans. D'ailleurs, Kenny Roberts était un petit peu inquiet au sujet des pneus du pilote américain, puisque Kenny prétendait qu'il avait beaucoup de combinaisons de pneus, bien sûr, beaucoup de possibilités, mais plus qu'un seul pilote, puisque vous savez que Maggie n'est plus actuellement dans l'écurie, puisqu'il est blessé. Et donc cette écurie n'a plus le droit à l'erreur, même si les mécaniciens de Maggie, comme ceux de Gardner d'ailleurs, sont venus quand même ici, même si leur pilote n'était pas là, pour prendre des enseignements, pour prendre les mesures de cette course
et pour que la moto soit la meilleure possible quand les deux pilotes pourront revenir en Grand Prix. Et on trouvera à nouveau deux machines dans l'écurie Yamaha Liquid Strike à Misano en Italie dans 15 jours, puisque Josh Kosinski, le prodige américain qui a remporté le Grand Prix 250 aux États-Unis, donc le protégé de Kenny Roberts, va piloter la machine laissée vacante par Kevin Maggie lors du prochain Grand Prix en Italie, qui est mis au bout d'une année ou deux. Espérons que Christian mettra un peu moins de temps. Voilà le dernier tour pour Eddie Lawson, qui vient donc de passer dans les stands pour l'avant-dernière fois. Eddie Lawson qui, malgré ce paquet de retardataires, devrait remporter son 27e Grand Prix ici en 500 cm3, vainqueur l'an dernier, vainqueur cette année. Sa première victoire remontant à Kyalami, c'était en 84, Kyalami en Afrique du Sud. Et qui court aujourd'hui son 79e Grand Prix. C'est vous dire l'expérience qu'a acquise ce pilote. Et ce sera le 4e pilote différent à remporter un Grand Prix 500. Donc sur les 4 premiers Grands Prix, à chaque fois c'est un pilote différent qui l'a remporté. Et au niveau des marques, eh bien l'égalité était parfaite jusqu'à présent. Une victoire pour Suzuki, une victoire pour Yamaha, une victoire pour Honda. Et bien ce sera la deuxième victoire. Jeune compatriote. Voilà une roue arrière pour c'est la ligne d'arrivée. Et victoire donc d'Eddie Lawson dans ce Grand Prix de RS. On attend au bout de la ligne droite Wayne Rainey, alors que là c'était Mackenzie. Wayne Rainey est passé. Deuxième donc Wayne Rainey. Le troisième, le voilà, vous venez de le voir, Niall Mackenzie, sa meilleure place jusqu'à présent puisqu'il a terminé 6e et qu'il est tombé au cours de la deuxième course, 5e et maintenant donc 3e. Christian Saron va arriver, il y a beaucoup d'écart entre Mackenzie et Saron alors qu'Eddie Lawson effectue son tour d'honneur. Voilà Christian Saron, le numéro 4 à la 4e place, c'est bien aussi pour Christian. Et oui, car il accumule des points depuis le début de ce championnat, c'est très bien. Il attend de se trouver sur des circuits qui lui sont un peu plus favorables, des circuits très rapides. On attend maintenant Sir Francesco Chili, qui devrait terminer à la 6e place, malgré sa sortie de piste tout à l'heure. Voilà. Francesco Chili est donc passé championnat du monde. Donc on récapitule. Premier Wayne Rainey avec 54 points plus 17, donc ça fait 71. Deuxième Lawson 61. Troisième Christian Saron. Très bonne opération donc pour Christian. Quatrième Kevin Schwantz qui perd beaucoup de place puisqu'il était troisième et il passe donc derrière Christian Saron. Cinquième Maggie et sixième Mackenzie. Alors que vous avez vu la moto justement de Kevin Schwantz. Et juste après, eh bien, la victoire d'Eddie Lawson, dont voici le ralenti de l'arrivée. Voilà, c'est sur cette roue arrière que l'on va quitter les 500. On va maintenant retrouver la course de 250 cm3 à quelques tours de l'arrivée. À 4 tours de l'arrivée, l'Italien Luca Cadalora est en tête devant Tito Ponce. Juste derrière lui, le troisième est Jean-Philippe Ruccia, suivi d'un Espagnol Carlos Cardus, alors que Juan Carriga, que vous voyez ici à l'écran avec son numéro 2, a pris d'eux-mêmes une bonne centaine de mètres sur Jean-Philippe Ruccia. Et Jean-Philippe doit commencer à s'inquiéter car il doit être fanoté par son stand. Et il semblerait que Juan Garriga revienne assez vite sur lui. Peut-être a-t-il des ennuis. Il faudrait que Jean-Philippe décroche cette troisième place car il a une carte importante à jouer au championnat du monde. Il est actuellement quatrième, mais il y a John Kosinski qui est troisième qui lui ne participera pas à tous les grands prix. Alors que là vous voyez le dernier tour entamé par Cadalora. Oui, Tito Ponce est nettement décroché et on peut penser maintenant que l'Espagnol assurera cette deuxième place et n'essaiera pas l'impossible pour revenir sur Cadalora. Il n'y a plus que 4 secondes d'écart entre Jean-Philippe Ruccia
et Juan Garriga, mais comme les pilotes entament maintenant leur dernier tour, il y a peu de chances que le jeune français se fasse reprendre 4 secondes par l'Espagnol. Cadalora qui remportera donc dans quelques centaines de mètres sa première victoire de la saison. Cela ne lui permettra pas de revenir de dépasser Tito Pons au championnat du monde, puisque 5 points séparent les deux hommes, en admettant que Tito Pons bien sûr termine second, puisque vous savez que le premier marque 20 points et le deuxième 17 points. Les dernières boucles, les derniers virages de Luca Cadalora. Cadalora et belle victoire devant Tito Pons. Jean-Philippe Ruggia va terminer 3e. Il reste quelques mètres alors qu'on entend les pétards espagnols du public. 3e place donc pour Jean-Philippe Ruggia et Juan Garriga. Belle remontée à la 4e place. Et 5e place donc Carlos Carlos. Il y a 3 Espagnols dans les 5 premières places. Ce Grand Prix 250 cm3 va se confirmer ce que l'on pensait de la performance des Espagnols actuellement et sur leur terrain. Tout à fait, ils ont fait un beau festival autant en 80, 125 qu'en 250. Voilà, je vous rappelle donc qu'en 500 cm3, eh bien tout à l'heure, c'est Eddie Lawson qui l'a emporté. Christian Saron a terminé 4e et Dominique 9e. Et sur ces images de roue arrière de Luca Cadalora que nous allons quitter la 250 cm3. Peut-être un petit mot pour expliquer la chute de Kevin Schwantz que nous avons vu tout à l'heure. En fait, il a glissé de l'avant, c'est une erreur de pilotage, il était donc largement en tête et il essayait de réduire son rythme pour ne pas prendre de risque, mais il a perdu sa concentration et il a chuté bêtement. Voilà, en tout cas, nous nous retrouvons dans 15 jours, ce sera en Italie à Misano, où l'on redécouvrira un nouveau championnat du monde 500 cm3 et peut-être aussi en 250 cm3 Cadalora qui cette fois sera chez lui. Voilà, rendez-vous donc dans 15 jours, ici RS, à vous, la Tour Olivier de Terre.